Alors que Bruno Le Maire était auditionné à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'enquête sur l'aggravation du déficit budgétaire, il a osé nier avec arrogance toute responsabilité et a préféré faire les louanges de la politique économique des macronistes qu'il a déployée depuis 7 ans. Une attitude qui n'a convaincu personne au sein de la commission. Cette Assemblée, à de si rares exceptions près, ne veut pas réduire les dépenses publiques. Cette Assemblée ne veut pas réduire la dette. Cette Assemblée ne veut pas de plan sérieux de rétablissement des comptes publics en France. Je suis responsable des économies que nous avons décidées, présentées, engagées début 2024 et que vous avez toutes combattues et rejetées. Jamais, en revanche, jamais vous ne me ferez porter la responsabilité de cet aveuglement collectif qui vous interdit de voir une chose simple, ni les impôts, ni les bouts de ficelle ne régleront le problème de la dette et des déficits en France qui remonte à 50 ans. La retraite à 60 ans, les 35 heures, les embauches massives de fonctionnaires, la multiplication des échelons administratifs, des autorités indépendantes, des commissions, des agences, tout cela a un coût, la dette, que nous remboursons maintenant au prix fort. Nous avons financé à crédit les promesses de tous ceux qui refusent les réalités économiques. Je parle devant des parlementaires qui se précipitent aux 20 heures pour annoncer que les retraites seront bien revalorisées au 1er janvier. Et vous dites vouloir réduire le poids de la dette ? Hypocrisie. Je parle devant des parlementaires qui prétendent vouloir le bien de nos compatriotes, mais qui offrent à longueur de séances publiques le spectacle des invectives, des menaces verbales et du bruit. Hypocrisie. Dans ces moments exceptionnels, il aurait fallu le courage du compromis. Vous avez choisi la surenchère. Il aurait fallu de la sérénité. Vous avez choisi le désordre. Alors qui êtes-vous pour juger ? C'est cette question que vous avez posée. Qui êtes-vous pour nous juger ? Monsieur le ministre, nous sommes les représentants du peuple français et nous exerçons notre mission constitutionnelle de contrôle, qui est peut-être la plus importante du Parlement. Il est très facile de faire porter sur mes seules épaules la responsabilité de la dégradation des comptes publics en 2023 et en 2024. Si facile que tout le monde, ou presque, depuis mon retrait de la vie publique, a emprunté ce chemin, dans un unanimisme suspect, indigne de notre démocratie. Selon vous, l'explication principale de la dégradation des comptes publics serait le poids des dépenses sociales et la quantité de travail insuffisante. Pourtant, la part des dépenses dans le PIB a diminué de 2,7 points entre 2017 et 2023, passant de 54,3% à 51,6% du PIB. Les dépenses sociales sont également relativement stables. Selon les dernières données de l'adresse, elles représentaient 32,2% du PIB, soit un niveau identique à celui de 2014. En revanche, les recettes publiques ont bien diminué de 0,7 points entre 2017 et 2023. De même, vous avez indiqué que la dégradation était également liée à une quantité de travail insuffisante, mais ce n'est pas parce que les Français ne travaillent pas assez qui explique le niveau de recettes décevantes, mais parce que leur travail n'est pas suffisamment rémunéré, selon moi. On l'a vu, la masse salariale en 2023 s'est révélée d'ailleurs inférieure aux attentes et les salaires réels du privé ont reculé de 1,6%, selon Eurostat. Je voudrais donc que vous m'expliquiez comment vous pouvez affirmer que c'est notre système de protection sociale et non l'échec de la politique de l'offre que vous venez de défendre de nouveau qui explique la dégradation des comptes publics. Tant que nous n'avons pas réduit la part de la dépense sociale et la part de la dépense des retraites dans la dépense publique, en réfléchissant à un nouveau modèle social français qui tienne compte d'une démographie nouvelle, moins dynamique, nous continuerons à accumuler les déficits et la dette. La vraie question française, c'est la dépense sociale et la dépense de retraite. On n'essaie pas de savoir si vous êtes coupable ou pas coupable. Vous êtes de toute évidence coupable, 7 ans ministre, 1000 milliards de dettes, dérapage historique des finances publiques, reprise de la désindustrialisation, reprise du chômage. Donc c'est pas le sujet. Nous, le sujet, c'est qu'on essaie de comprendre comment des gens aussi brillants et intelligents que vous ont pu à la fois tout bien faire et à la fois tout échouer. Parce qu'on n'aimerait pas reproduire les mêmes erreurs, parce que comme visiblement on est légèrement moins intelligent et brillant que vous, on est un peu plus prudent sur la façon dont on pourrait mieux faire les choses. Vous avez la majorité pour écrire les budgets de 2017 à 2022, vous faites des 49.3 à 2022-2024, ce sont les pires dérapages budgétaires de la Ve République. Comment vous justifiez ? Mais il vous a échappé qu'il y avait une crise du Covid en 2020, monsieur Tanguy ? Il vous a échappé qu'il y avait une crise inflationniste ? Quand j'entends votre introduction et aussi une partie de vos réponses aux questions qui vous ont faites, je comprends que vous êtes plus ministre des Finances, mais je constate quand même que vous avez gardé le ministère de la parole. Mais c'est bien parce que vu que vous dites des choses, et je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va pouvoir aussi confronter par rapport à des faits.
Vous avez dit par exemple une phrase intéressante que je note, c'est que toute incertitude génère des attitudes négatives sur les entreprises et sur les ménages. Je crois que la question qui nous intéresse, c'est de savoir si vous n'êtes pas vous-même le générateur de ces incertitudes économiques. Moi, j'ai une question assez simple à vous poser. Le 16 février 2024, est-ce que vous me confirmez que vous avez bien reçu une note de la Direction générale du Trésor qui a pour objet le déficit public pour les années 2023 à 2027, qui vous annonce que le déficit sera de 5,7% en 2024? Mais toutes ces notes sont connues, Monsieur Guiraud. Là, vous découvrez la Lune. J'ai déjà fait le recensement à l'ensemble du Sénat au cours des 2 auditions que j'ai eues pendant près de 6 heures sur toutes les notes qui ont été adressées par le Trésor, par la DGFiP. Alors si vous voulez que je le fasse, on va y passer un petit peu de temps. Vous nous dites que vous avez des alertes. Probablement qu'en octobre, effectivement, les alertes, tout va très vite. Plusieurs mois plus tard, en février, vous me parlez de cette note du 16 février. Vous êtes allé 2 jours plus tard. 2 jours, monsieur le maire. 2 jours plus tard, aller à TF1, en prenant et en annonçant aux Français, mais donc aussi aux investisseurs, donc aussi aux entreprises, donc aussi aux partenaires, aux collectivités locales, etc. Malgré le fait que toutes ces alertes, pour le coup, vous sont remontées en février. On n'est pas en octobre, on est en février 2024. Vous dites à TF1, déficit à 4,4. Là, je suis désolé, monsieur le maire, mais c'est vous, là, la source de l'incertitude. Parce que quand quelques jours après, on se rend compte qu'il y a un trou de 30 milliards, vous ne pouvez pas dire non, là, c'est allé trop vite en février. Que ce soit allé vite en octobre 2023, peut-être. En février 2024, c'est pas allé trop vite. C'est vous qui avez fait un choix politique d'être sur des prévisions extrêmement optimistes. Vous dites, le Haut Conseil des finances publiques, etc., considère plausible. Enfin, vous écartez quand même une chose, c'est que dans toutes les auditions qu'on a fait, notamment de M. Moscovici, les alertes étaient fréquentes. Les appels à la prudence étaient fréquents. Donc ça, là-dessus, il y a un problème. Dernière question, c'est sur la question du déficit structurel ou conjoncturel. Vous donnez beaucoup sur le déficit conjoncturel. Mais moi, quand j'ai le projet de loi de finances, il est calculé le déficit structurel et le déficit conjoncturel. Je m'arrête là-dessus. Projet de loi de finances 2023, 5,5% de déficit. Le déficit structurel est à 5,1%. La part du déficit conjoncturel, c'est 0,3%. 2024, 6,1% de déficit, dont 5,7% de déficit structurel, donc hors inflation. Donc qu'est-ce qui vous permet d'affirmer à ce moment-là que vous n'avez justement pas dégradé structurellement les comptes publics plutôt que de tout reporter sur la crise du Covid, qui est une crise, c'est vrai, mais sur lesquelles vous reportez absolument tout le déficit? Je vais répondre très clairement, Monsieur Guiraud, on corrige quand on sait. On ne corrige pas quand on a des évaluations de la part des services qui vous disent tout cela est entouré d'incertitudes, tout cela n'est pas encore certain, tout cela doit être confirmé par l'INSEE en mars 2023. Vous parlez de l'incertitude. Mais ce que David Guiraud vous dit, c'est que sur TF1, 2 jours après, alors que vous avez là, cette fois-ci, les données qui permettent de penser que vous ne serez plus à 4,4% du PIB, vous continuez en fait en réalité à maintenir les mêmes chiffres. Ce qui évidemment, par la suite, comme ça se révèle faux, parce que déjà c'était faux, est une source, y compris pour les marchés d'incertitude. Donc là, j'ai du mal à comprendre comment ça, vous pouvez le justifier. Parce que 2 jours après, vous redonnez les mêmes chiffres qui ne correspondent pas à ceux sur quoi on vous alerte. Mais je le justifie de manière très simple, Monsieur le Président, et je le défends de manière très simple, par la propension immodérée à la dépense de tous les acteurs politiques de ce pays. Donc si vous commencez à dire, à la moindre alerte, attendez, c'est plus 4,4, c'est 5, c'est open bar. Donc oui, la responsabilité politique, c'est de tenir bon sur ses objectifs. De ne pas dire à ce moment-là la manière dont les choses évoluaient par rapport aux chiffres de fin d'année, ça ne fait que reporter le problème à plus tard, parce qu'il a bien fallu de toute façon annoncer ces chiffres, et je ne crois pas que ça soit positif, ni par rapport aux acteurs économiques, ni par rapport à ceux qui regardent les chiffres. Le ministre des Finances, il est là pour dire, voilà la situation exacte où nous sommes, et les réponses que j'apporte pour faire face à cette situation. Bien, ce n'était pas la situation exacte où on était déjà. La manière dont vous embellissez votre bilan économique depuis 2017 sur tous les sujets a inévitablement des conséquences sur, au final, l'imprévisibilité des résultats quand ceux-ci sont mauvais. Voilà. Tout ce qui s'est dit ce matin, je suis désolé, ne fait que confirmer cette analyse. Pourquoi ? Et ce n'est pas une question que je vous pose, parce que je pense que sinon vous allez me répondre de la même manière, etc. Mais c'est que par rapport à des chiffres précis, par exemple sur le niveau de l'industrialisation, le niveau de la croissance économique, des investissements, de l'emploi, j'observe au fait qu'entre ces chiffres précis et ce que vous dessinez, c'est un peu ce que vient de dire M. Ciotti, notamment sur l'industrie, il y a un gap, et je pense que ce gap, en plus, vous y croyez. Et qu'à un moment donné, ça ne peut pas avoir de conséquences sur la manière dont on pense que finalement, par miracle,
le pourcentage de déficit annoncé à 5,7 finalement on va arriver à le faire à 4,4 parce qu'on sous-estime que le bilan n'est pas aussi bon que celui que vous dessinez. Et c'est vrai aussi des conséquences en matière de recettes fiscales, je le répète. Vous avez à plusieurs reprises, par exemple sur la question du PFU, redit quasiment le caractère massif de ce que ça pouvait traduire chez les Français, c'est cette taxation moindre du capital. Je vous ai donné les chiffres. Tout le PFU se concentre totalement sur 10% des Français les plus riches et à 90% sur 1% des Français les plus riches, 300 000 personnes. Donc le fait de, à un moment donné, penser que c'est quelque chose qui va avoir un effet massif sur la fiscalité des Français quand on le regarde aux chiffres, je me dis que tout est là pour, à un moment donné, sous-estimer que totalement, justement, ou du moins surestimer les recettes quand elles s'avèrent s'abaisser. Et c'est un peu pareil sur le pouvoir global d'achat des Français. Vous avez l'impression, redit, que pour vous, les choses s'étaient améliorées. Alors là aussi, toutes les données, et on pourra les croiser si vous voulez, montrent que ça n'a pas été le cas pour à peu près 70% de nos concitoyens, ou en tout cas pas au niveau où vous le dites. Et je termine sur une chose. Vous dites que vous n'avez jamais cru à la politique du ruissellement. Ok, pas de problème. Enfin, il y a quand même dans votre logique quelque chose qui visait à faire en sorte que la question des avantages fiscaux donnés aux plus riches pouvait rejaillir sur l'activité économique. Or, si, comme vous le dites, l'épargne française, finalement, est plus importante. Tout le monde n'épargne pas. Ceux qui épargnent, c'est au fur et à mesure qu'on monte dans les revenus. Et s'il est aussi important, ça veut dire que vous avez donné des avantages fiscaux à des gens qui ne l'ont pas traduit en consommation, qui ne l'ont pas traduit en apport par rapport à la production de ce pays, mais qui, comme vous le dites, ont thésaurisé de manière davantage. Donc ça montre que quelque part, votre pari, il n'a pas fonctionné. Voilà. Et je pense que ces données expliquent aussi, à mon avis, cette question d'imprévisibilité dans les écarts. Et dernier détail, je ne vous reproche pas d'avoir baissé l'impôt, je vous reproche de l'avoir mal baissé. Et la question de ce qui avait été proposé, notamment en termes d'amendement lors de la loi de finances, contrairement à ce que vous dites, n'est pas, et je pense que c'est important ces différences de débat, n'était pas d'augmenter les impôts en général, mais de revenir sur le fait de les avoir baissés, justement, à mon avis, économiquement de manière inefficace et puis socialement de manière injuste pour toutes les raisons que je vous disais. Et ça, tout ce qu'on s'est dit ce matin m'a pas fait changer d'avis sur quelque part un certain aveuglement par rapport à la réussite de votre politique économique. Et du coup, je pense qu'à partir de là, on a du mal à prévoir, pour tout vous dire. Moi, je pense que si j'avais un regret, c'est bien plutôt sur le fait que sur la dépense, sans doute que nous aurions pu aller plus loin dans les économies et dans la réorganisation de la dépense publique en France. Mon regret, il serait plutôt là. C'est pas sur nos grands choix de politique économique où je pense que nous allions dans la bonne direction. C'est sur le fait que des économies à faire, il y en a, elles sont possibles, elles demandent juste du courage. Bien, merci. Oui, en tout cas, que ce n'était pas un procès politique parce que les accusés ne terminent pas les procès de cette manière-là. Merci. Au revoir.